Ouais, on se trouve sur la communale de Saint-Michel, forêt d'environ 300 à 350 hectares, donc principalement composée de peuplements feuillus, avec une grosse partie qui a quand même été enrésinée dans les années 80. On a vraiment le gibier commun, du sanglier, du chevreuil. Les chevreuils, oui. C'est Ouais. principalement ce qu'on a, Tout vraiment à gros fait. gibier. Oui, Et oui. après, on a du petit gibier que vraiment on retrouve partout, quoi. Le cerf de passage pour l'instant, uniquement. On observe quand même plus de passages Plus de qu'avant. passage, un peu plus, quoi. Oui, on a pas mal Difficile à de estimer vraiment, difficile, mais mais on bon. pense qu'il viendrait plus du sud du département et peut-être des Ardennes. Et en fait, il remonterait pour chercher d'autres territoires. Et Cherche à coloniser. voilà. Mais souvent, ils sont que de passage. Je pense Oui, qu'ils oui, oui. remonteraient plus dans le nord, vraiment, bah, même sur Mormal et tous les alentours, quoi. En fait, ils sont vraiment que de passage pour l'instant. Parce on est entouré de populations autour du C'est ça. massif, quoi. Mormal, les Ardennes. Voilà, les résineux. Et puis après, dans ce qui est feuillu, vous allez rencontrer bon, bah, du chêne Cécile, chêne pédonculé, du hêtre, du charme, du frêne, De l'érable, de sycomore, l'érable, du bouleau, donc tremble, tremble. Donc, quand même faune. une grande diversité Oui, oui. en termes de feuillus. Ouais. C'est vraiment, on va dire qu'on a des feuillus qui sont vraiment caractéristiques de certains milieux. Si on voit pas mal d'une zone avec pas mal d'aunes, avec pas mal de trembles, bah, on sait que c'est une zone qui est assez humide, par exemple. C'est vraiment Ouais. caractéristique d'une zone humide, quoi. Donc après, nous, c'est Ouais. vraiment... Merisier aussi, on en a parlé? Je sais plus, ouais. Non, Non, voilà, pour merisier. rajouter un peu le merisier. Donc, On a un peu de feuillus précieux comme ça, qu'on a, comme on parlait tout à l'heure, du châtaignier. On en a quelques-uns qui sont remarquables. Maintenant, on replante du ouais, châtaignier on replante un peu, mais sur naturellement, sur des sols qui s'y prêtent. c'est Mais assez rare. naturellement, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quand même un ou deux, quoi. Actuellement, on est en plein dans le milieu de la crise du scolite et on essaie de gérer au maximum, de garder les peuplements le plus debout et on essaie de gérer au maximum la crise du scolite, quoi. Ouais, le scolyte, c'est voilà, un insecte qui va attaquer le bois et qui va surtout, insecte xylophage, c'est ça? Mm. Qui va donc couper, Fait des donc trous sur l'écorce, qui va faire des trous sur l'écorce, et ce qui va empêcher la sève. la circulation de la sève, et le bois se meurt, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, bah, l'objectif, c'est d'exploiter ça assez vite pour éviter que justement ces insectes se déplacent et contaminent la suite du peuplement. Donc, voilà, c'est une veille entre guillemets assez constante. Voilà. Peut-être maintenant une Je dizaine pense qu'il a d'années. toujours été présent, Ouais. juste que les conditions ont fait qu'ils se sont assez développés aussi. Ça fait Parce que les surtout. méthodes d'exploitation ont aussi changé. Avant, comme disaient mes collègues précédemment, dès qu'on avait une petite tâche, ils le faisaient exploiter, ils le faisaient brûler sur place. Maintenant, on n'a plus le droit de brûler, donc on trouve d'autres moyens. Après, ils enterraient les branches, on ne le fait plus non plus. Donc c'est tout ça, ça a fait aussi que ça a développé. Peut-être qu'avant, dès qu'il y avait une tâche, il passait tout de suite. Peut-être qu'aussi maintenant, avec les moyens qu'on a actuellement, on ne peut pas non plus être partout à la fois, et nos bûcherons non plus. Donc c'est vrai que ça a permis aussi de développer aussi cette crise et que... Ça fait que voilà, les grosses attaques de scolytes, ça fait je pense une dizaine d'années Mmh. maintenant qu'on a cette problématique dans les peuplements Vas-y. d'épicéas dans la région, aussi bien dans les Ardennes qu'ici, quoi. On coupe, on évacue. On coupe, on évacue. On essaye d'évacuer vraiment dans les brefs délais. Dès que c'est coupé, on met ça au bord de route et on essaye que ça soit vendu assez rapidement et que ça soit parti assez rapidement. Parce que le problème du bois, on se dit, il est coupé, il est sorti, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça, en fait, c'est des hôtels. Et une fois qu'ils se sont développés les larves et qu'elles s'envolent, ben, ils vont contaminer les peuplements qui sont autour, malgré qu'ils soient au bord de la route et coupés, quoi. Ça change rien, l'insecte est toujours vivant. On a quand même des indicateurs qui nous disent on va faire attention parce que là, ce mois-ci, on risque d'avoir un envol et on va avoir du scolite. Donc, on essaye de vraiment tout de suite traiter les tâches quand elles sont vertes et dès Voilà. qu'elles sont contaminées pour essayer de faire le moins de dégâts possible. Voilà. Malgré qu'on en a quand même, hein. On ne peut pas faire vraiment. Limiter la C'est ça. propagation au maximum, quoi. Ah, cette année, c'était 3 envols de scolita. Des hectares, voilà, une forêt qui est un petit peu modifiée, des, entre guillemets, des trouées dans les peuplements, et puis après, derrière, ben, des projets de reboisement à mettre en place, quoi. C'est ça. Mais en contrepartie, par rapport à des parcelles d'épicéa qu'on mettra à blanc suite à du sanitaire, et ben des parcelles qu'on devrait mettre en régénération feuillue, on peut les repousser. On se dit, est-ce que le peuplement feuillu, il vaut vraiment le coup d'être régénéré tout de suite ou on peut attendre 20 ans? Et des fois, on fait le choix d'attendre pour permettre aux peuplements à blanc qu'on a mis d'épicéa pour pouvoir le régénérer et qu'on ne se retrouve pas qu'une forêt qui soit totalement à blanc, quoi. On observe oui, pas mal de choses à cause du réchauffement climatique, hein. Et oui, hein. Oui. Bah après, on va dire que la forêt s'adapte très bien. La forêt s'adapte très bien, les essences s'adaptent très bien.
des essences qui ont besoin par exemple de pas mal d'eau à l'heure actuelle, et ben, malgré tout, ils arrivent à combattre, ils arrivent à. Bon, on voit quand même par exemple un dépérissement sur le hêtre qui manque pas mal d'eau, hein. Ça, on le voit Chaîne pédonculée peut peut-être aussi, être qui sèche un petit peu. un peu plus sensible au réchauffement climatique, à ce manque d'eau. On voit aussi des arbres qui prennent des coups de soleil. Ça, on le voit. Oui, parce qu'on a des excès aussi Voilà, de c'est ça. température. Donc, C'est ça. Sur les rames, sur le hêtre, Mm. des écorces assez fines. On voit vraiment, c'est vraiment typique. On voit vraiment le côté où il est exposé le plus. On voit vraiment l'écorce qui se décolle, comme un coup de soleil, quoi. Et ça, c'est vraiment une porte d'entrée à des maladies. Et ça, nous, quand on passe en récolte, les arbres, on favorise à récolter, quoi. c'est ce qu'on appelle des martelages sanitaires. On va prélever un petit peu ces bois donc, qui deviennent dépérissants, quoi. Bah, malgré tout, on laisse aussi des arbres pour la Arbres bio. biodiversité, qu'on appelle arbres bio. On met des triangles à la chamois à l'envers sur des arbres. Et là, vraiment, on les conserve pour la biodiversité, autant animale que végétale. Et ça, on va dire qu'on les préserve vraiment lors des exploitations, lors de tout. C'est vraiment des arbres qu'on laisse, même s'ils tombent et qu'il est par terre, on va le laisser. C'est vraiment pour la biodiversité, quoi. Et normalement, on en désigne 3 hectares Mm. quand on passe en martelage, quoi. Donc, En moyenne, c'est 3 c'est heures ça, à l'hectare. À l'hectare. On essaye de garder ce quota Mm. sur les parcelles qu'on martèle, hein. Du coup, sur l'échelle de la forêt, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'en a pas 3 hectares même. Mais sur les parcelles auxquelles on martèle et auxquelles on travaille, on en laisse 3 hectares, oui, effectivement. C'est des consignes qu'on essaie d'appliquer. Des arbres qu'ils ont identifiés avec un triangle. C'est ça. Triangle à Un la chamois avec chamois, la tête en bas. arbres bio, qui doivent être conservés même après, pendant la durée d'exploitation. Ça fait partie des consignes, quoi. C'est ça. Et du coup, ce symbole-là, vous nous aviez expliqué que c'était pour les. C'est la matérialisation des cloisonnements de débardage pour guider un peu organiser un petit peu le débardage pour limiter l'impact, guider les engins. Limiter l'impact limiter des l'impact, engins au sol. Voilà, c'est Parce que je pour, pense que vous avez constaté, les engins sont de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Donc aussi, voilà. C'est pour ah, canaliser voilà. la circulation des engins de débardage. Voilà. Et ce marque de V, ça veut dire qu'on force le conducteur à passer sur la droite de l'arbre. Parce qu'après, on fait souvent des guidons vraiment, on fait vraiment un guidon juste un rectangle de peinture, quoi. Alors que là, j'ai vraiment fait un V pour vraiment forcer le débardeur à passer sur la droite. L'objectif, c'est de respecter, respecter les sols. Comme là, on voit qu'on tombe sur une laie. Et vu que la bande n'est vraiment pas large, Non. j'ai pas fait de collecteur, on sort sur l'allée. Donc l'allée est en terre, une piste en terre, on sort les bois jusqu'à la route. Mais c'est vrai, quand on a une route en macadam ou en caillou, on favorise le collecteur au bord de la route pour vraiment collecter ces cloisonnements et qui, comme Hervé disait, ramener soit à la place de dépôt, soit au bord de route aménagée. Le rouge et le bleu, on en fait des cloisonnements. Du jaune, on fait des limites de parcelles. On martèle soit à l'orange, soit à la couleur un peu rouge cerise, assez fluo. Enfin, je veux dire, on a des couleurs qui sont vraiment attitrées à des tâches, quoi. On met pas les couleurs qu'on veut dans la forêt, quoi. Tout ça répond c'est un peu codifié, quoi. Oui, c'est une des missions de l'ONF de produire, de mobiliser et d'alimenter la filière bois. Donc, c'est une de nos missions, produire, exploiter et mobiliser du bois, tout comme l'accueil du public et la préservation des milieux. Nous, on est vraiment le service qui s'occupe de la forêt. On entretient, on fait qu'on sort les bois. Et une fois les bois bord de route, on a notre service bois qui s'engage de les vendre. On a ce système avec des contrats d'approvisionnement dans des scieries locales qui permettent de vraiment approvisionner la filière locale avec les essences qu'ils ont besoin. Et après, on fait aussi, comme en commune, on fait aussi des ventes publiques où là, vraiment, on fait au plus offrant. Et là, vraiment, c'est celui qui vient et qui achète les bois, quoi. Mais c'est vrai que ça part vraiment des scieurs purs jusqu'à la filière. On va jusqu'au bois énergie pour permettre aux chaufferies de se chauffer, quoi. Il y a une gestion de la chasse, ouais, et des populations. C'est ça qui est très important pour le bien-être de la forêt, quoi. Et nos peuplements, nos parcelles en régénération aussi. Par exemple, je sais à ma connaissance, à Mormal, ils engrillagent beaucoup les plantations dans les régénérations naturelles. Nous, ici, on n'engrillage aucun peuplement. Ça a été fait par le passé, mais à l'heure actuelle, on a les moyens pour ne pas engrillager les peuplements. Parce que c'est un coût, c'est un impact. Puis c'est pas très, après visuellement, bon. Et on met des moyens en place pour éviter d'engrillager. Notamment, on a des répulsifs qui permettent que nos plants ne soient pas abrutis ou moins abrutis. Quand on est amené à rencontrer des gens, On discute. on communique aussi. Le dialogue est quand même important. Malgré que, comme je disais, on a vraiment très peu. On a des fréquentations, mais c'est vraiment des fréquentations des locaux. Donc on n'est pas embêté, les gens sont habitués, ils ont toujours été ici, ils ont toujours connu la forêt.
Donc ils nous embêtent pas. C'est vrai qu'on a des gens qui sont assez curieux, qui nous posent quand même quelques questions, mais c'est très rare qu'ils sont dans la critique et dans l'agressivité Les sur gens notre les travail. gens sont sensibilisés à la chasse aussi ici. On est en zone rurale, donc C'est ça. voilà, la Et on va dire chasse, que les la chasse forêts, est il y rentrée dans a les quand mœurs, même quoi. beaucoup de forêts ici, donc ils savent ce que c'est. Et mais on met en place quand même, je vois, j'ai une plantation parcelle 633. Au coin de la parcelle, on a mis un beau panneau expliquant que c'était un peuplement d'épicéas scolytés, et où derrière, on a mis en place une régénération artificielle avec des plants, où on a fait un travail du sol, etc. Tout expliqué simple et clair sur le panneau. Par exemple, on fait des sorties scolaires avec des classes tous les ans pour permettre Tous les ans, au printemps, on fait ça, oui. aux jeunes de aussi découvrir notre métier, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est très peu connu du grand public. Pour eux, garde forestier, c'est police de l'environnement, c'est protection de la forêt, mais derrière, ils ne voyaient pas tout l'envergure du métier et la gestion de la forêt en tant que telle. Et les élèves jouent le jeu, hein. Les classes jouent le Oui. jeu, les écoles jouent le jeu, et ça se développe, c'est vrai que de plus en plus, hein. Et on a des services pareils dans nos locaux, quoi. Des services qui sont là aussi pour nous accompagner dans les animations, bon, pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec les publics visés, les jeux, les panneaux, etc. Et c'est vrai on est quand même bien entouré. Cet accueil du public et de formation, je dirais la sensibilisation à l'environnement, à la forêt, ça fait partie aussi, c'est une des missions de l'ONF.